Bonjour les amis, je suis Thierry et je suis cofondateur de la relation de complicité avec Julie, ma compagne. Ce cursus d'éducation du cheval et de développement personnel vise à vous aider à vous réaliser grâce à la relation avec le cheval. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire part d'une réflexion qui me tient à cœur en ce moment. Est-ce que comme moi, vous avez vu ces images de personnes qui se ruent dans les rayons des supermarchés? On se croirait vraiment dans un film de science-fiction et pourtant, c'est bel et bien la réalité. Est-ce que vous êtes aussi posé la question de ce qui provoque ce comportement? Comment ça se fait que des gens sensés, on va dire, aient ces comportements d'agressivité par rapport à une ressource alimentaire? La situation de confinement que nous traversons aussi en ce moment est faite de restrictions, de contacts sociaux et de déplacements. Est-ce que vous ne la trouvez pas inconfortable? Cette sensation de ne pas pouvoir maîtriser ce qui fait notre lendemain, de ne pas pouvoir maîtriser notre environnement, est-ce que vous ne percevez pas qu'elle est aussi anxiogène? Et ce que je vais vous dire là, ça pourra paraître un petit peu choquant pour certains. Mais pourtant, c'est ce que je pense. Pour moi, ce que l'on vit là, c'est exactement cela que vivent certains de nos chevaux à longueur de temps. En effet, pour certains chevaux, pour ne pas dire la majorité, on a une restriction d'accès aux ressources alimentaires, une restriction du déplacement, une restriction des contacts sociaux. Donc, un certain nombre de besoins qui ne sont pas assouvis pour eux, comme ils ne le sont pas assouvis pour nous en ce moment. Donc, quelque part, je trouve que la situation que l'on traverse a du bon, puisqu'elle nous fait prendre conscience de la chance que nous avons au quotidien quand on est, on va dire, en temps normal, d'avoir autant de liberté que ce que nous avons. Et de deux, elle nous fait aussi prendre conscience de la condition de vie des chevaux donc, qui nous entourent. Donc, je pense qu'il y aura un lendemain donc à cette crise, bien évidemment, et que ce lendemain sera fait d'une prise de conscience que j'espère sera partagée par le plus grand nombre et qui contribuera au bien-être de nos amis équins. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des besoins donc, humains et des besoins aussi des chevaux. Donc, je vais commencer par les besoins humains puisque c'est la situation que nous traversons en ce moment avec nos besoins qui ne sont pas assouvis. Et je vais vous parler donc d'un psychologue qui en 1943 a établi une pyramide des besoins humains et ce psychologue s'appelle Abraham Maslow. Donc elle se caractérise de la manière suivante. Donc ici on a les besoins physiologiques, ici les besoins de sécurité, ensuite les besoins d'appartenance, ici le besoin d'estime et ici le besoin d'accomplissement. Pour passer d'un niveau au suivant, il explique qu'il faut avoir comblé son besoin par exemple physiologique pour pouvoir ensuite accéder au niveau sécurité. Ensuite, une fois qu'on a assouvi nos besoins physiologiques et de sécurité, on peut s'intéresser à nos besoins d'appartenance. Ensuite, une fois qu'on a comblé les trois premiers, on peut s'intéresser à notre besoin d'estime et enfin à notre besoin d'accomplissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque besoin dans cette vidéo, on y reviendra dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez, mais simplement que vous connaissiez un petit peu ces différents besoins et juste cette pyramide donc, qui existe et donc qu'avait créé Abraham Maslow. Une autre grille qui caractérise, on va dire, le comportement humain, c'est ce qu'on appelle en management la méthode disque ou arc-en-ciel. Je vous la présente brièvement, pareil on y reviendra plus longuement dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Cette méthode donc, a été établie par des scientifiques et des psychologues et est très utilisée dans le domaine du management pour comprendre en fait comment fonctionne l'autre. Cette grille de lecture donc,
est caractérisée de la manière suivante, avec un cadran et une caractérisation des individus avec ceux qui sont centrés plutôt orientés ici sur la tâche et ici ceux qui sont plutôt orientés sur la relation. Ensuite, il y a plutôt ceux qui sont extravertis et ceux qui sont plutôt introvertis. Donc, en ce qui concerne ceux qui sont centrés sur la tâche et extravertis, on va les appeler rouges. Ou dans d'autres méthodes, on les appelle, ça va être le lion par exemple dans une autre méthode, ou ça va être le feu aussi dans une autre méthode, etc. Mais c'est la même grille de lecture. Ensuite, on va avoir celui qui va être centré sur la relation et extraverti. Donc lui, c'est le jaune. Ensuite, celui qui va être centré sur la relation et introverti, on va le nommer vert. Et ici, celui qui est centré sur la tâche et introverti, il est bleu. Donc il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre. On n'est pas non plus que dans un profil, c'est-à-dire on n'est pas que rouge ou que jaune ou que vert ou que bleu. On est, selon les individus, on peut avoir du rouge et du jaune, du rouge et du bleu, voilà. Mais par contre, alors certains individus peuvent avoir les quatre, mais c'est très rare qu'on ait des couleurs opposées, c'est-à-dire qu'on soit rouge et vert en même temps, ou qu'on soit bleu et jaune en même temps. Parce que quelqu'un de... Alors pour donner un ordre d'idée, quoi, par exemple, quelqu'un qui va être très rouge, donc qui va être très extraverti, centré sur la tâche. Donc c'est quelqu'un qui est fonceur, qui est très centré dans l'action. Voilà. Quelqu'un qui est jaune, il va être lui très centré sur la relation, très centré sur les autres. Qu'est-ce que pensent les autres de moi? Et très extraverti, très démonstratif. Quelqu'un qui est plutôt d'un caractère vert, il va être plutôt centré sur la relation et introverti. C'est-à-dire, il va faire très attention aux autres, pas se mettre en avant. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, qui n'aime pas échanger par exemple des opinions divergentes. C'est quelqu'un de consensus, quoi. Quelqu'un qui est bleu, donc lui il va être très centré sur la tâche et introverti, très carré, normaliste, avec ce qui va le rassurer, c'est le cadre, les lois, les normes, voilà. Et on peut faire des liens entre cette grille de lecture et la pyramide de Maslow, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, est bleu, il va avoir comme besoin principal, ici, la sécurité. Quelqu'un qui est vert, ben vous l'aurez compris, il aura comme besoin principal le besoin d'appartenance. Quelqu'un qui est plutôt jaune, il va avoir plutôt comme besoin principal l'estime. Et quelqu'un qui est rouge, il va avoir comme besoin principal l'accomplissement. Parce que c'est le combat le plus haut de la pyramide et c'est ça qui le motive. Ce qui le motive, lui, c'est le combat, l'action. Et voilà, pour lui, la vie est rude, c'est un combat. Et il veut arriver au sommet et à ses objectifs. Voilà. Donc, comme je disais, donc, il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre. Il y a des profils différents avec des qualités et des défauts de chacun. Mais voilà en gros une grille de lecture, on va dire, du besoin et des comportements humains. Maintenant, donc, on va s'intéresser aux besoins du cheval. Dans les besoins du cheval, quels sont-ils? On peut un petit peu les mettre sous la même forme que la pyramide de Maslow qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que je ne vais pas fermer volontairement le sommet de la pyramide. Ici, on a un besoin, c'est un herbivore, on a un besoin principal, c'est avant tout la sécurité. Ça, c'est son premier besoin parce que il a été chassé par des prédateurs pendant des milliers d'années et c'est inscrit dans son cerveau reptilien. La première des choses à faire, c'est se mettre en sécurité. Dans la sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir déjà maîtriser son environnement. Si le cheval a la perception qu'il maîtrise son environnement, alors il se sent en sécurité. Son environnement, c'est quoi? C'est l'environnement dans lequel il vit, ce qui l'entoure,
mais c'est aussi l'humain. L'humain fait partie de son environnement. C'est tout ce qui est extérieur à lui, tout ce qui est ce qu'on appelle extrinsèque. Ensuite, de quoi il a besoin? Il a besoin de contacts sociaux et de déplacements. C'est-à-dire, le cheval il a besoin d'être en contact avec les autres individus de son espèce parce que c'est un être social qui est génétiquement, qui vit en groupe. Donc, vous l'aurez compris, quand on le met en boxe, évidemment, on restreint de sa liberté et les contacts sociaux. Donc, c'est à l'encontre de ses besoins fondamentaux. Je ne dis pas qu'il faut jamais les mettre en boxe. Je dis que de les mettre en boxe H24, c'est une aberration du point de vue des besoins du cheval. Ensuite, il a besoin de quoi? Donc, de déplacement. Le cheval, il se déplace entre 10 et 15 km par jour. Voilà, en boxe par exemple, il va se déplacer 250 mètres par jour. Mais si on le met en paddock, il va faire entre 1 et 2 km par jour. On l'a mesuré avec des GPS voilà ce que donnent les mesures. Donc on se rapproche des besoins de déplacement à l'état naturel à partir du moment où on a des surfaces de plus près de l'ordre de 10, 15, 20 hectares. Là on commence à approcher les 8 à 12 km par jour, quoi. Ensuite, de quoi il a besoin? Il a des besoins alimentaires. Et les besoins alimentaires, c'est principalement besoin de fibres. Le cheval est un herbivore, il a besoin de manger de la fibre, du foin à volonté. Du foin ou de l'herbe, évidemment, c'est l'idéal, à volonté. Ensuite, de quoi il a besoin? Il a besoin de repos. Effectivement, un cheval a besoin de se reposer. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque besoin ici, on y rentrera plus précisément dans d'autres vidéos si vous le souhaitez, ce n'est pas le thème de cette vidéo-là, mais grosso modo, voilà les principaux besoins du cheval. Si on lit donc correctement cette pyramide, un cheval pour se reposer correctement, il a besoin d'avoir suffisamment de ressources alimentaires, d'avoir des contacts sociaux et que ses déplacements soient assouvis correctement, et de se sentir en sécurité. Pour qu'il s'alimente correctement, il a besoin d'avoir des contacts sociaux et des déplacements et d'être en sécurité. Et pour avoir des contacts sociaux, il a déjà besoin de se sentir en sécurité. Un cheval qui par exemple est agressif avec les autres, c'est souvent parce qu'il ne se sent pas en sécurité là où il est. Donc ça c'est ce qu'on sait d'un point de vue, on va dire, scientifique. Et ensuite ici, je rajouterai un grand point d'interrogation parce qu'aujourd'hui les connaissances scientifiques ne permettent pas de dire que le cheval par exemple a des besoins d'estime ou a un besoin d'accomplissement quelque part, comme on peut l'avoir nous en tant qu'être humain. Forcément déjà, le cerveau du cheval n'est pas du tout structuré de la même façon que celui de l'être humain. Mais nous avons en commun un cerveau reptilien et un cerveau limbique. Le néocortex, chez le cheval, est très peu développé. Il existe et il est très très développé chez l'humain. Donc forcément, nos besoins ne sont pas établis de la même manière. Mais je pense que ça serait réducteur, connaissant nos chevaux comme on les connaît en tant que cavaliers, de réduire les besoins du cheval uniquement à cet espace-là, quoi. Voilà pour les besoins du cheval. Ce que je veux vous partager à travers cette vidéo, c'est que dans un premier temps, il faut bien se connaître en tant qu'humain. On l'a vu tout à l'heure au cours des besoins, d'accord, de la pyramide de Maslow par exemple, ou de la méthode arc-en-ciel que je vous ai présentée. Ensuite, il faut bien connaître le cheval, quels sont ses besoins, comment aussi il apprend, puisqu'on est en train de lui apprendre une discipline humaine qui est l'équitation. Ça n'a rien de naturel que de monter sur le dos d'un cheval. Donc on y reviendra aussi plus tard. Quels sont les facteurs qui favorisent son apprentissage? C'est quoi les principes d'apprentissage chez le cheval? Et évidemment, il va falloir connaître l'individu cheval qu'on a en face de nous. Donc pour ça, on peut par exemple utiliser une grille qu'on a créée dans la relation de complicité, qui est toute simple. Et ici, on peut caractériser son cheval en termes d'émotivité et de réactivité.
C'est-à-dire qu'on peut avoir un cheval qui est plus ou moins sensible aux émotions. Alors bien sûr, vu que le cheval est doté d'un cerveau limbique assez important, il est forcément doté d'émotions. Mais certains sont plus ou moins sensibles à ces émotions-là et les montrent plus ou moins. Donc, est-ce qu'il est sensible donc à la partie émotion? Et ensuite, est-ce que c'est un cheval qui va avoir tendance à beaucoup bouger par exemple ses pieds ou pas? Parce qu'on peut avoir par exemple des chevaux qui sont très émotifs et très réactifs. Ça va être par exemple le cas, on va dire pour donner un cadre général de chevaux près du sang, par exemple très émotifs, très réactifs, pur sang arabe, AQPS, les pur sang par exemple, pur sang anglais, etc. On peut avoir un cheval qui est peu émotif et très réactif. Donc ça va être le cas d'un cheval donc, qui est sensible donc, à un sel, quoi, réactif, voilà, qui va bien réagir et être sensible à nos demandes et qui va être peu émotif, donc voilà, il ne va pas avoir peur de grand chose, par exemple pas grégaire non plus, des choses comme ça. Ensuite on va avoir par exemple un cheval qui est doté de faible réactivité et faible émotivité. Mais par exemple, c'est le cheval qui est vraiment voilà, cheval à sang-froid, d'un type, on va dire, Mérens par exemple, puisqu'on en a, des chevaux type Irish Cob par exemple, des chevaux comme ça, avec moins de sang. Là, je donne le cadre vraiment général pour donner une idée de race, mais évidemment, il y a beaucoup de variétés à l'intérieur d'une même race. Et ensuite, donc, on peut avoir des chevaux peu réactifs et très émotifs. Donc ça va être difficile à voir. Et ça, on en a pas mal, nous, dans les Mérens, quoi, avec le recul qu'on a. Donc, des chevaux qui sont peu émotifs, donc qui vont avoir peur par exemple, ou qui vont être grégaires par exemple, mais qui par contre vont entre guillemets intérioriser ça et pas beaucoup bouger leurs pieds, quoi. Mais c'est pas parce qu'il ne bouge pas ses pieds qu'il n'a pas peur, quoi. Voilà, par exemple. Donc voilà, donc en termes de caractérisation donc de l'individu cheval. À partir du moment où on connaît les besoins humains, les besoins du cheval, et qu'on fait preuve de deux qualités que sont l'empathie et la compétence d'homme de cheval ou de femme de cheval bien évidemment, alors on peut développer une relation de complicité avec son cheval. Cette relation de complicité, on en a déjà parlé, mais elle évolue selon une trajectoire qui part du premier niveau, qui est le niveau connexion, durant lequel on va vouloir établir les bases, le socle d'une communication commune avec le cheval. Ensuite, on aura le niveau partenaire, donc, où le cheval acceptera de nous avoir sur son dos. Et donc, on rentrera dans un véritable partenariat avec le cheval, donc qui pourra nous permettre de faire n'importe quelle discipline que l'on souhaite. Ensuite, ici, on ira au niveau centaure, où on enlèvera le licol et on verra ce qui reste une fois qu'on est en cordelette. Et pour enfin arriver au dernier niveau, qui est le niveau liberté, dans lequel on testera d'enlever tous les outils qui peuvent représenter une contrainte pour le cheval et voir ce qui reste au niveau de la communication avec lui. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses ou aura confirmé des choses que vous pensiez déjà. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu ou si elle peut aider les personnes autour de vous. Et je vous recommande aussi de nous laisser des commentaires en bas de cette vidéo
sur, voilà, sur ce que vous en avez pensé et sur des sujets éventuels que vous voudriez que l'on traite dans les vidéos suivantes. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.